Ma fille m'a dit que j'étais le pire père du monde. Aujourd'hui, c'est moi qui élève son fils pendant qu'elle profite de l'argent de mon ex. Je suis un homme de 46 ans. Ma fille m'a dit que j'étais le pire père du monde, et aujourd'hui c'est moi qui élève son fils pendant qu'elle profite de l'argent de mon ex. J'aurais voulu que cette phrase soit une exagération. Elle est devenue mon quotidien. Je m'appelle Paul. Mon ex-femme s'appelle Claire. Notre fille s'appelle Emma. Mon petit-fils s'appelle Léo. Le jour où Emma a prononcé cette phrase, elle avait 17 ans et la certitude d'avoir compris la vie mieux que tout le monde. Claire venait d'obtenir la maison dans le partage, et je quittais le garage pour un 2 pièces propre mais sans histoire. J'étais fatigué, vidé, mais je restais présent. J'avais accepté une pension, des week-ends alternés, des réunions d'école, des anniversaires partagés en équilibre. J'avais dit à Emma que je serais là quoi qu'il arrive. Elle m'avait répondu que je faisais semblant pour l'image. Elle avait ajouté qu'elle savait ce que j'avais fait vivre à sa mère. Elle m'avait regardé comme un étranger. Le récit qu'Emma avait reçu était simple et confortable. Dans ce récit, j'étais l'homme absent, accroché à son travail, qui avait laissé sa femme tout porter. Dans ce récit, j'avais choisi l'argent plutôt que les miens. Dans ce récit, j'étais celui qui menace, qui compte, qui refuse. Ce récit était pratique parce qu'il évitait d'ouvrir les vraies blessures. La vérité était plus banale et plus dure. Claire et moi avions glissé l'un à côté de l'autre pendant des années. Je travaillais trop. Elle me reprochait de ne pas avoir. Elle me reprochait aussi de toujours vouloir vérifier les comptes. Elle disait que j'avais le culte du contrôle. J'avais le culte des factures payées. On ne parlait plus la même langue. Quand l'accord a été signé, j'ai mis mon énergie à tenir ma part. Je déposais Emma au conservatoire, je payais ses cours de piano, je l'accompagnais aux examens, je gardais mes soirs libres pour ses retours de répétition, je répondais aux mails des professeurs. Elle refusait souvent de rester dîner. Elle disait qu'elle avait des choses plus importantes à faire. Je ne forçais pas. J'ai appris à ne pas lutter contre un mur que je n'avais pas construit. La première fissure est venue avec un téléphone posé face cachée sur la table. Emma venait d'avoir 17 ans, Claire lui avait offert le dernier modèle, les réseaux remplissaient le vide des conversations. Je ne cherchais pas à fouiller. Je respectais les portes fermées. Mais je voyais les messages s'enchaîner, les stories où elle écrivait qu'elle reconstruisait sa vie avec sa mère, les sous-entendus où j'étais l'absent de service. Je gardais le silence. Je notais les dates. J'apparaissais quand il fallait réellement quelqu'un. Elle le sait aujourd'hui, mais à l'époque, ce geste l'exaspérait plus qu'il ne la rassurait. C'est dans cette ambiance que le prénom Nathan est entré dans notre maison. Emma a mentionné qu'elle avait rencontré quelqu'un. Elle a précisé qu'il comprenait tout. Elle a insisté sur le fait qu'il ne jugeait pas Nathan avait des projets flous, des nuits longues, et des journées sans structure. Il parlait de business, d'opportunités, d'argent rapide. Claire trouvait qu'il avait de l'ambition. Je trouvais qu'il avait beaucoup de phrases et peu de preuves. J'ai proposé à Emma de prendre du temps, de finir d'abord l'école, de passer son bac. Elle a répété que je sabotais toujours. Elle a ajouté que je ne supportais pas de la voir heureuse. Elle n'utilisait pas ces mots-là avant. Le bac est arrivé dans le fracas d'une grossesse. Emma m'a annoncé qu'elle était enceinte avec un mélange de défi et de peur. Elle a dit qu'elle allait garder l'enfant. Elle a ajouté qu'elle n'avait besoin de personne. Elle a expliqué que Nathan avait des plans et qu'il s'occuperait de tout. Elle a précisé que sa mère la soutenait. Claire, de son côté, m'a envoyé un message bref en m'expliquant que j'étais exclu des décisions. Elle a soutenu qu'elle assumait. Elle a répété que j'avais assez fait de dégâts. J'ai répondu calmement que j'aiderais, quoi qu'il arrive, et que je serais discret. Personne n'a répondu. Les mois suivants ont été un enchaînement de contradictions. Emma parlait de liberté et d'indépendance, mais elle passait ses journées chez Claire, à dormir tard, à poster des photos, à commenter la moindre critique. Nathan disparaissait pendant des heures. Claire sortait soudain de nouveaux voyages. Elle disait que c'était bien mérité. Elle avait rencontré un homme qui gagnait très bien sa vie, et le confort était revenu comme un courant d'air qui charrie aussi des portes mal fermées. Le bébé grandissait. Les rendez-vous médicaux étaient faits quand ça ne gênait personne. Je proposais de l'emmener. Parfois on acceptait, souvent on m'ignorait. Je payais des choses qu'on n'avait pas demandées. Je me taisais pour ne pas être accusé de prendre la place. Léo est né un vendredi soir, pendant que Nathan parlait d'un plan avec des amis.
Emma a envoyé un message à minuit pour dire qu'il était là. J'ai vu mon petit-fils le lendemain. Il était minuscule et sérieux. Emma a répété qu'elle n'avait besoin de personne, mais elle m'a tendu Léo pour que je lui change sa première couche. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de tout ce qui me montait à la gorge. J'ai retenu. Les premières semaines ont été confuses. Emma publiait des photos où tout semblait doux. La nuit, les messages arrivaient chez moi. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus. Elle disait que Nathan jouait, qu'il s'énervait, qu'il sortait quand Léo pleurait trop. Elle disait que Claire avait besoin de dormir et que ça n'était pas le moment. Elle disait qu'elle allait devenir folle. Je proposais de prendre Léo la nuit. Parfois elle acceptait. Je me levais, je lavais, je berçais, je rendais. Le lendemain, sur les réseaux, on lisait que tout allait bien. J'ai appris à respirer en deux mondes. Très vite, les week-ends chez moi se sont allongés sans qu'on me le demande. Emma disait qu'elle avait besoin d'un peu de temps. Elle ajoutait que Nathan avait organisé un dîner. Elle précisait que Claire lui avait offert un week-end. Je ne posais pas de piège. Je disais oui. Je notais seulement qu'un samedi sur deux se transformait en 4 jours. Je rappelais la PMI, les vaccins, les horaires. On me répondait que j'étais un stressé. Je fermais la bouche et je préparais des biberons. La bascule a commencé un mercredi soir, quand j'ai récupéré Léo avec un body trop léger pour la saison et une odeur aigre qui parlait d'heures sans change. Emma m'a dit qu'elle était débordée. Elle a ajouté que Nathan ne l'aidait pas. Elle a expliqué que sa mère était partie 3 jours au spa avec son nouveau compagnon. Elle m'a demandé de garder Léo jusqu'à dimanche. J'ai dit d'accord. J'ai enchaîné les lessives, j'ai acheté des couches et de la crème, j'ai mis en place une routine stricte pour qu'il dorme mieux. Le dimanche est devenu mardi. Emma a écrit qu'elle avait eu un imprévu. Elle a ajouté qu'elle passait le demain, promis. Elle n'est pas venue. Quand elle est finalement arrivée, jeudi, elle était fraîchement coiffée, parfumée, et pressée. Elle m'a dit que je devais arrêter de la juger avec mes yeux d'un autre temps. Elle a expliqué qu'elle avait besoin de vivre, que Léo avait toute la vie pour dormir. Elle a précisé que sa mère lui avait prêté sa carte pour quelques achats et qu'elle devait en profiter avant la fin du mois. J'ai senti la colère me monter au front. Je l'ai tenu derrière mes dents. J'ai demandé un carnet pour noter ce qui concerne Léo, ses horaires, ses repas, ses soins. Elle a levé les yeux au ciel. Elle a dit que j'étais malade du contrôle. Je lui ai tendu un stylo. Elle a écrit 3 lignes. Puis elle est repartie. Les semaines suivantes ont confirmé l'évidence, j'étais devenu le pilier par défaut. Léo passait la moitié du temps chez moi. Je gérais la pédiatre, les médicaments, les stocks, le sommeil, les bains. Emma continuait à dire qu'elle voulait être une bonne mère, mais elle alignait surtout des sorties. Elle se montrait dans des restaurants avec des notes salées. Elle voyageait 2 jours ici et là. Le financement venait d'une même poche, l'argent de Claire, gonflé par le train de vie de son nouveau compagnon et par un jeu trouble avec des allocations déclarées au nom d'Emma. Quand j'ai demandé des détails, Claire a répondu que ça ne me regardait pas. Elle a ajouté que je me mêlais de ce qui ne me concernait pas. Elle a conclu que j'étais jaloux. J'ai compris que je n'obtiendrais rien en frontal. J'ai donc fait ce que je sais faire, j'ai documenté. J'ai créé un classeur pour Léo. J'y ai mis les comptes rendus médicaux, les ordonnances, les photos datées des petites plaques d'eczéma, les horaires de sommeil, les achats importants, les messages essentiels. Je ne cherchais pas la guerre. Je me protégeais du jour où on me jetterait au visage que j'étais envahissant. Je notais, simplement. La rupture nette s'est produite un soir de pluie. Emma m'avait confié Léo jusqu'à demain pour la 3e fois en 2 semaines. À 23 heures, Léo a commencé à respirer mal. Il était chaud, collant, et il toussait comme un petit moteur enrayé. J'ai pris sa température. Elle grimpait. J'ai écrit à Emma. Elle n'a pas répondu. J'ai appelé Claire. Sa messagerie s'est déclenchée tout de suite. J'ai mis Léo dans la voiture. Aux urgences, la pédiatre a diagnostiqué une bronchiolite bien installée. Elle a demandé qui était la personne de contact. J'ai donné mon nom. Elle a demandé où était la mère. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a proposé une hospitalisation courte. J'ai accepté. J'ai veillé Léo toute la nuit au bord du lit en écoutant le souffle qui sifflait. Au matin, j'avais toujours pas de nouvelles. À 10 heures, Emma a envoyé un message. Elle a dit qu'elle venait. Elle est arrivée à 14 heures, maquillée,
nerveuse, suivie de près par Nathan qui se plaignait de l'hôpital. Emma a dit que je dramatisais. La pédiatre lui a expliqué calmement la situation. Emma a dit qu'elle n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Nathan a répété qu'on exagérait. Je n'ai pas répondu. Je me suis concentré sur Léo et sur les recommandations. Quand Léo est sorti, la pédiatre a proposé une visite de contrôle à domicile par une infirmière. Elle a ajouté qu'un signalement doux pourrait être utile, juste pour coordonner l'aide. Elle a insisté sur le fait que ce n'était pas un jugement. J'ai entendu ce que je n'osais pas dire, la situation dépassait Emma. Elle n'avait pas de cadre. Elle avait de l'argent facile, un entourage bruyant, et un bébé avec des besoins concrets. J'ai accepté l'infirmière. J'ai compris qu'on allait entrer dans un temps où chaque geste compterait. La visite a eu lieu un mardi. L'infirmière a noté la propreté, l'organisation, le suivi des soins. Elle a demandé qui s'occupait de Léo la nuit. J'ai répondu que c'était moi quand il était chez moi, et que je ne savais pas chez sa mère. Elle a noté sans lever les yeux. Elle a demandé si je connaissais les horaires de garde chez Emma. J'ai dit que ça changeait au gré des sorties. Elle a proposé une aide parentale. Elle a expliqué que ce serait mieux chez la mère, mais elle a ajouté que je pouvais aussi en profiter pour consolider la routine. Je l'ai remerciée. Le soir même, Claire m'a appelé pour me reprocher d'avoir amené les services dans nos vies. Elle a répété que j'étais un contrôleur. Elle a ajouté que j'allais traumatiser Emma. Je lui ai répondu calmement que Léo avait été hospitalisé, que l'infirmière avait été utile, et que je ne laisserais plus les choses glisser. Elle a dit que j'utilisais Léo contre elle. J'ai raccroché. Je suis allé vérifier le sommeil de Léo. Je l'ai regardé respirer doucement, avec encore un petit sifflement. J'ai compris que c'était le moment où on choisit un camp, pas contre quelqu'un, mais pour quelqu'un. Les jours suivants ont été une suite d'évitements et de confrontations larvées. Emma alternait excuses et reproches. Elle disait qu'elle allait s'en sortir. Elle disait que j'étais envahissant. Elle disait qu'elle m'aimait et qu'elle me détestait. Elle disait qu'elle n'avait pas demandé à être mère. Elle disait qu'elle assumait. Elle disait tout et son contraire. Claire l'encourageait à tenir tête. Nathan continuait ses plans et qui ressemblaient à des heures passées quelque part à parler fort. C'est une infirmière qui a provoqué la bascule juridique sans le vouloir. Elle m'a expliqué qu'en cas de défaillance répétée, un juge pouvait proposer une résidence chez le grand-parent qui assurait déjà. Elle a ajouté que ce n'était pas une punition, mais une protection. Elle a insisté sur la nécessité de preuves concrètes et datées. Je les avais. Je n'étais pas venu là pour gagner. J'étais venu pour que Léo n'ait pas à respirer au bord du lit d'hôpital parce qu'un adulte avait un agenda. J'ai demandé un rendez-vous au service de médiation familiale. J'ai proposé à Emma d'y venir. Elle a accepté puis a annulé. Elle a reaccepté, puis elle a envoyé Nathan à sa place. Le médiateur a refusé. J'ai compris qu'on n'arriverait pas à stabiliser avec une parole partagée. La médiation a noté une absence matérielle. Le dossier s'est épaissi sans bruit. La nuit suivante, Léo a fait de la fièvre. J'ai de nouveau écrit. Pas de réponse. À 2 heures du matin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé la permanence. J'ai expliqué la situation. On m'a demandé depuis combien de temps Léo était principalement chez moi. J'ai donné les dates. On m'a conseillé de solliciter en urgence une ordonnance provisoire de résidence temporaire. J'ai rempli le formulaire le matin même, avec l'aide d'une assistante sociale qui n'a pas cherché à me flatter. Elle a simplement mis mes papiers dans l'ordre. Elle a insisté pour que je reste factuel. 3 jours plus tard, j'avais un rendez-vous devant un juge des affaires familiales pour discuter d'une mesure provisoire. J'ai passé la veille à relire mon classeur. Je n'ai pas dormi. J'ai pensé à la phrase d'Emma, à son visage dur, à la main de Léo sur mon doigt, au moment à l'hôpital. Je ne me battais pas contre Claire ni contre Emma. Je me battais pour un bébé qui n'avait rien demandé. Le matin de l'audience, Emma est arrivée en retard, maquillée, avec un sac neuf. Claire l'accompagnait. Nathan est resté dans le couloir. Emma a expliqué qu'elle aimait son fils et qu'elle voulait juste respirer. Elle a dit que je l'étouffais. Claire a dit que j'avais toujours voulu contrôler. J'ai posé le classeur. J'ai énoncé, sans ironie. Les dates, les hospitalisations, les visites, les nuits, les messages sans réponse, les achats de base, les rendez-vous tenus, les visites proposées. Le juge a écouté, a posé des questions simples.
et a annoncé une ordonnance provisoire, résidence principale chez moi pendant 6 mois, droit de visite organisé pour Emma, accompagnement parental pour elle, obligation d'information réciproque. La décision était écrite en 2 pages. Elle a atterri sur la table comme une pierre. Emma a voulu pleurer, puis insulter, puis supplier. Elle a choisi finalement de me cracher que j'étais le pire père du monde. Elle a dit que je lui volais son fils. Elle a ajouté qu'elle me haïrait toujours. Elle est sortie. Claire m'a fixé avec un regard vide. Elle a dit que je ne savais pas ce que je déclenchais. Je savais très bien. Je déclenchais ce qu'on appelle une responsabilité. J'ai signé. J'ai pris Léo. Je suis rentré chez moi avec un sac de couches, des ordonnances, une ordonnance provisoire et un silence qui n'était plus une fuite, mais un choix. Je reprends au lendemain de l'ordonnance. Le papier disait que Léo résidait chez moi pour 6 mois avec un droit de visite encadré pour Emma. Les mots étaient administratifs. Les journées, elles, étaient concrètes. J'ai posé un calendrier sur le frigo. J'ai affiché les rendez-vous pédiatres, les visites d'Emma, les horaires de sieste, les biberons, les lessives, les stocks. J'ai collé une note pour moi-même, ne pas transformer Léo en projet. Le garder enfant. Emma a commencé par respecter les visites. Elle arrivait avec un sac cabas, un parfum, et des photos à poster. Elle tenait Léo 10 minutes, 15, parfois 20. Elle disait qu'elle voulait faire mieux. Elle ajoutait qu'elle n'y arrivait pas. Elle reprochait ensuite que je note les heures. Je notais parce qu'on me le demanderait. J'expliquais sans piquer. Elle se vexait. Claire m'envoyait des messages pour dire que je détruisais la relation mère-enfant avec mes tableaux. Je finissais par poser le carnet sur la table et par me concentrer sur Léo. Au bout de 3 semaines, la réalité financière est apparue. L'argent des allocations familiales était versé sur un compte au nom d'Emma, géré par Claire. On me reprochait d'être un comptable. J'étais ici obligé de compter. J'ai demandé une mise à jour de la situation auprès de la caisse, conformément à l'ordonnance. Claire a hurlé par message que je voulais la ruiner. Emma a écrit que je ne ratais jamais une occasion de la rabaisser. J'ai répondu 2 lignes, j'ai écrit que l'argent de Léo devait suivre Léo. La caisse a basculé le versement. Je n'ai pas fêté une victoire. J'ai acheté des couches et des petits pots. Nathan a disparu du paysage pendant un moment puis a réapparu pour m'expliquer comment élever un enfant. Il disait que je devais lâcher la main. Je n'ai pas répondu. Il a voulu entrer dans mon appartement pour voir Léo. J'ai rappelé l'ordonnance. Il a insulté la paperasse. Je n'ai pas laissé passer la porte. Je ne discute pas avec quelqu'un qui n'a pas compris qu'un bébé n'est pas un trophée. Pendant que j'écrivais des listes et que je cuisais des purées, Emma postait des photos de voyages, d'hôtels, de restaurants. L'argent venait de Claire et de son nouveau compagnon. Je n'ai pas cherché à savoir le détail. Je voyais seulement une logique, plus Emma s'éloignait de la charge de Léo, plus elle se rapprochait d'un confort qu'elle n'avait jamais eu. Elle confondait l'idée de vivre sa jeunesse avec l'évitement de ses responsabilités. Elle se disait libre. Elle était tenue par une carte bancaire. Au bout d'un mois, une éducatrice spécialisée est venue. Elle a proposé un programme d'accompagnement pour Emma. Des ateliers, des visites accompagnées, des exercices simples de soins, des horaires. Emma a accepté devant moi puis a annulé 2 séances. L'éducatrice m'a dit que ce n'était pas fichu, mais que le temps jouait contre la relation. Elle a ajouté qu'Emma avait besoin d'un cadre qui ne vienne pas de moi pour ne pas le vivre comme une humiliation. Elle a proposé de passer par Claire. J'ai accepté, même si je savais ce que ça donnerait. Claire a répondu qu'Emma n'était pas une incompétente et qu'on allait arrêter les leçons. L'éducatrice a noté. Le dossier a pris du poids. Pendant ce temps, Léo grandissait. Il a commencé à s'accrocher à ma chemise quand je le posais au parc. Il riait au même moment de la même chanson. Il se calmait quand je le portais contre l'épaule gauche. Il cherchait mon regard quand un bruit le surprenait. Je n'ai pas interprété ce geste comme une victoire sur quelqu'un. C'était un signal. J'étais son repère. Je devais être stable. Emma a tenté une autre stratégie. Elle a proposé qu'on partage davantage sans passer par les visites. Elle a demandé que je lui prête Léo pour un week-end entier pour prouver. J'ai accepté avec conditions, horaires écrits, sac complet, appels réguliers, adresse précise. Elle a pris Léo un samedi matin. Elle a envoyé une photo à midi. Puis plus rien. À 22 h, j'ai appelé.
Pas de réponse. À minuit, elle a écrit qu'elle dormait chez une amie parce que Léo s'endormait mieux là-bas. Je me suis retrouvé dans mon salon à fixer un téléphone comme un parent qui attend. Le dimanche matin, elle a réécrit pour dire qu'elle rentrait dans l'après-midi. Elle est arrivée à 19h30. Léo portait un body taché et il avait faim. Emma a dit qu'elle était épuisée. Elle a ajouté que j'avais de la chance, parce que j'avais de l'expérience. Elle a reposé Léo et elle est repartie. J'ai posé Léo dans son lit. Il s'est agrippé à mon doigt. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. La deuxième audience est arrivée plus vite que prévu. L'éducatrice avait fait un rapport. Les absences, les visites annulées, les disparitions à l'heure des biberons, le week-end raté, la bronchiolite, la stabilité chez moi, l'instabilité ailleurs. Le juge a prolongé la résidence chez moi pour 1 an. Il a réduit les visites au centre de rencontre pendant quelques semaines pour encadrer. Il a demandé à Claire de cesser toute pression financière qui détournerait Emma de son accompagnement. Claire a protesté. Le juge l'a interrompu. Il a rappelé que la priorité était un enfant de 8 mois. Les mots ont claqué sans hurler. J'ai senti un cadre. Cette décision n'a pas déclenché un changement immédiat chez Emma. Elle a alterné rage et culpabilité. Elle a écrit que je lui volerais toujours ce qu'elle aime. Elle a écrit qu'elle voulait mourir. Elle a écrit qu'elle allait s'en sortir. Elle a écrit qu'elle m'aimait. Je ne suis pas thérapeute. J'ai répondu court et net à chaque fois. Je lui ai dit que je ne suis pas son ennemi. Je lui ai répété qu'elle est la mère de Léo et qu'elle peut le redevenir pleinement si elle se met au travail. Je lui ai envoyé les horaires des ateliers. Je lui ai rappelé les visites. Elle en a honoré la moitié. Un jour, l'éducatrice m'a prévenu qu'Emma avait manqué une nouvelle séance, remplacée par une après-midi shopping avec Claire. Le même soir, Claire m'a écrit que j'étais un monstre, parce que j'avais réduit sa fille à des cases. Elle a ajouté que j'allais payer pour ça. Le lendemain matin, j'ai reçu un mail de mon employeur. Une lettre anonyme m'accusait d'être un père violent. Mon directeur m'a demandé de passer. Je lui ai montré l'ordonnance et les rapports de l'éducatrice. Il m'a dit qu'il me faisait confiance. Il a ajouté qu'il connaissait ses méthodes. J'ai compris jusqu'où Claire pouvait aller pour reprendre la main. J'ai noté le fait. Je n'ai pas répondu au message de Claire. Je l'ai imprimé et mis dans le classeur. Au bout de 6 mois, un mouvement inattendu s'est produit. Nathan a disparu pour de bon. Claire a changé de ton. Elle a écrit que je devrais laisser une chance à Emma. Elle a proposé de financer une nounou pour que ma charge baisse. Elle a ajouté qu'on pouvait arranger un équilibre hors du tribunal. J'ai répondu que je ne privais personne d'une chance, mais que je ne ferais aucun arrangement hors du cadre. Elle a tenté de me faire honte. Je n'ai pas bougé. J'ai appris que la honte sert ceux qui refusent le réel. La thérapie d'Emma a enfin commencé, poussée par l'éducatrice qui ne lâchait pas. Les premières semaines, Emma a détesté. Puis elle a cessé d'écrire des insultes. Elle a continué de rater des choses, mais moins. Elle a posé pour la première fois une question utile, elle a demandé une liste simple de ce que Léo faisait chez moi, pour reproduire. Je lui ai écrit un document d'1 page. Horaire, sieste, quantité des biberons, rituel du soir, 2 chansons, un doudou, une veilleuse. Elle a remercié. Elle a tenté. Elle a échoué, puis recommencé. Elle a fini par tenir une demi-journée sans crise. Le centre de rencontre a validé un passage aux visites à domicile encadré par l'éducatrice. Le chemin était long, mais il avait enfin un sens. Pendant ce temps, l'argent a continué à abîmer les contours. Claire finançait des bagages, des vêtements, des sorties. Elle couvrait la honte d'Emma sous des sacs. Emma se laissait acheter parce que l'achat lui permettait d'oublier 5 heures. J'ai cessé de commenter. Quand Léo rentrait de chez sa mère avec des habits trop chers et trop fragiles, je les lavais et je remettais un pyjama simple. Je n'ai pas transformé chaque vêtement en bataille. Je réservais mon énergie pour les choses qui gardent un enfant en bonne santé. Au 9e mois, le juge a demandé un point. L'éducatrice a parlé d'amélioration lente. Elle a souligné ma stabilité et la volonté récente d'Emma. Elle a noté que Claire restait un facteur de désorganisation. Elle a conseillé de maintenir la résidence chez moi et d'augmenter progressivement les temps chez Emma si elle tenait 3 mois. La décision a suivi cet avis. Emma a pleuré en disant que le tribunal ne comprenait rien. Je lui ai dit en sortant que pleurer ne construit rien. Je l'ai invitée à venir lundi à 14 h pour un atelier bain.
Elle est venue. Le plus dur n'a pas été la fatigue. Le plus dur a été la phrase d'Emma le jour où elle a tenu Léo 1 heure entière. Elle a dit qu'elle m'avait dit que j'étais le pire père du monde parce que Claire le lui répétait. Elle a ajouté qu'elle avait cru qu'il fallait choisir un camp pour mériter des cadeaux. Elle a reconnu qu'elle m'avait tenu loin pour ne pas perdre la carte. Elle a dit qu'elle avait honte. Je n'ai pas profité. J'ai dit que la honte ne change pas les couches. J'ai posé Léo sur sa poitrine. Elle a respiré à son rythme pendant 5 minutes. 5 minutes gagnées sont une victoire quand on part de moins que 0. Claire a compris que son influence diminuait. Elle a tenté une dernière pression en m'offrant de l'argent pour soulager. Elle a proposé une somme chaque mois si je laissais vivre Emma. J'ai refusé. J'ai ajouté une phrase que je n'avais jamais osé lui dire, j'ai dit que je ne vendrais pas la cohérence de Léo pour acheter notre paix. Elle n'a pas répondu. Elle s'est éloignée de nous pendant quelques semaines. L'air est devenu respirable. Au 12e mois, Léo a fait ses premiers pas entre le canapé et ma jambe. Emma était là. Elle a applaudi sans crier. Elle a dit qu'elle se souvenait de mes mains qui rangeaient toujours en silence quand elle avait son âge. Elle a précisé qu'elle m'en voulait d'être restée calme. Elle a ajouté qu'elle comprenait maintenant ce calme-là. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a posé une main sur l'épaule de Léo. Elle a dit qu'elle voulait apprendre à tenir aussi. C'était la première phrase qui ne cherchait pas un bouc émissaire. Le juge a confirmé la résidence chez moi et a officialisé un calendrier progressif. Emma a obtenu 2 après-midi par semaine, puis une journée, sous réserve d'une régularité. Elle a tenu. Elle a trouvé un petit emploi. Elle a accepté un budget encadré par une conseillère. Elle a cessé de publier des photos d'hôtel. Claire s'est mise en retrait par fierté blessée. Elle a gardé pour elle ses commentaires. C'était la meilleure chose qu'elle pouvait faire. La question de la phrase initiale revient parfois. Emma dit qu'elle m'a broyé ce jour-là parce que c'était la seule arme qu'elle avait. Elle dit qu'elle ne mesure pas comment réparer. Je lui réponds que la réparation n'est pas un grand geste. Ces 3 petites choses répétées, venir à l'heure, faire ce qu'on a dit, reconnaître quand on échoue et recommencer. Elle accepte ce langage simple parce que l'enfant l'impose. Léo ne ment pas à la régularité. Léo pleure si on ne vient pas, Léo rit si on tient. Léo grandit sur les choses qu'on fait vraiment. Si quelqu'un lit ça et vit ce renversement, un enfant qui vous traite de pire parent parce que la maison d'en face distribue un récit utile, puis un petit-fils qui tombe dans vos bras parce que les adultes ont confondu liberté et fuite, je n'ai pas de morale à donner. J'ai un plan court qui m'a empêché de couler. 1. Ne jamais répondre aux insultes par une contre-histoire, seulement par des faits datés et visibles. 2. Documenter sans transformer l'enfant en dossier, juste assez pour que la vérité ne dépende pas d'une humeur. 3. Accepter l'aide des services sans honte, parce que l'orgueil ne soigne pas une bronchiolite. 4. Refuser l'argent qui achète le silence. 5. Tenir une routine, même quand personne ne vous célèbre, parce qu'un bébé ne remercie pas, il grandit. La fin n'est ni heureuse ni tragique. Elle est tenable. Léo dort dans un lit à barreaux contre le mur. Il a une veilleuse bleue. Il se lève à 6h40, pas à 6h45. Il mange des morceaux de banane en riant quand il glisse. Il prononce 2 mots mal coupés qui ressemblent à mon prénom. Emma arrive à l'heure un mercredi sur 2. Elle sait maintenant donner un bain sans que l'eau déborde. Elle prend des notes sans lever les yeux au ciel. Claire n'entre plus sans prévenir. Elle demande. Parfois elle reste dans l'entrée. Parfois elle repart. C'est mieux ainsi. Ce soir, j'ai rangé le classeur de Léo sur la 2e étagère. Il n'est plus sur la table. Je peux le sortir en une seconde si on me le demande, mais je ne le laisse plus décider de mon humeur. J'ai mis sur le frigo 3 papiers seulement, le planning de la semaine, la liste des courses, et une petite feuille où il est écrit en lettres grosses calmes, bain, histoire, dodo. C'est ma boussole. Elle ne brille pas. Elle ne rapporte rien sur les réseaux. Elle permet à un enfant d'apprendre que le monde ne s'effondre pas la nuit. Un jour, peut-être, Emma dira à Léo qu'elle a voulu être libre avant d'être stable. Peut-être qu'elle lui dira que son grand-père a fait le père 2 fois. Je n'ai pas besoin de cette reconnaissance. J'ai besoin qu'il sache marcher droit. Si un jour il me demande pourquoi sa mère est partie s'amuser quand lui avait besoin d'être porté, je répondrai sans colère, je dirai qu'elle était perdue et qu'elle a retrouvé des pas. Et si on me demande si je suis encore le pire père du monde, je dirai que je ne concours plus dans ce genre de classement. J'élève un petit garçon. Je fais chauffer l'eau à 37 degrés Celsius.
Je change des couches à l'heure. Je raconte la même histoire 3 soirs de suite. Je ferme la porte doucement. Et quand la poignée se tait, je me dis que tenir, parfois, c'est toute la victoire. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.